Il est heureux d'être ici avec vous ce soir. Et c'est lui qui va vous lire Stephen King. Il n'a pas l'air d'accord. C'est moi qui vais lire Stephen King. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Allez, sur ce, préparez-vous bien, mettez-vous à l'aise. C'est parti pour une nouvelle horrifique histoire. Et ce soir, dans Horrifique Histoire, le croque-mitaine, une nouvelle de Stephen King. Bonne écoute. Je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de raconter mon histoire, dit l'homme qui était allongé sur le divan du docteur Harper. Et merci Dylan pour ton follow et bonsoir. Il s'appelait Lester Billings et venait de Waterbury, dans le Connecticut. D'après la fiche remplie par Miss Vickers, l'assistante du docteur, il était âgé de 28 ans, travaillait dans l'industrie à New York, était divorcé et père de 3 enfants. Tous 3 étaient décédés. Je ne suis pas allé voir un prêtre parce que je ne suis pas catholique. Je ne suis pas allé voir un avocat parce que je n'ai rien fait qui intéresse la justice. J'ai tué mes enfants, un par un. Je les ai tués, tous les 3. Le docteur Harper mit le magnétophone en marche. Raide comme un double décimètre, le corps de Billings se refusait à épouser les formes du divan d'où dépassaient nettement ses 2 pieds. L'attitude d'un homme s'infligeant une humiliation. Oh, j'arrive plus à lire. C'est terrible. Normalement, je m'en tire mieux que ça. Merci beaucoup, Darky, pour le follow, j'en profite. C'est la pression, c'est la pression. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. L'attitude d'un homme s'infligeant une humiliation nécessaire. Tel un défunt, ses mains étaient croisées sur sa poitrine. Aucune émotion ne transparaissait sur son visage. Il observait le plafond d'un blanc uni, comme s'il y voyait s'animer des scènes et des images. Voulez-vous dire que vous les avez réellement tués ou bien... Non. Un spasme d'impatience agita sa main. Mais c'est moi le responsable. Denis, en 1967. Shirl, en 1971. Et Andy, cette année. C'est de cela que je voulais vous parler. Le docteur Harper ne répondit rien. Il fut frappé par l'air hagard et prématurément vieilli de Billings. Sa chevelure s'éclaircissait et son teint était jaunâtre. Son regard trahissait la fréquentation assidue du whisky. On les a assassinés, vous comprenez ? Seulement personne ne veut le croire.
Si on voulait l'admettre, les choses pourraient s'arranger. Comment cela ? Parce que... Billings s'interrompit net, se redressa brusquement sur ses coudes et fixa des yeux un point situé à l'autre bout de la pièce. Ses paupières ne laissaient plus voir que 2 fentes noires. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» aboya-t-il. « Ça quoi ? Cette porte ?»« Un placard, » répondit le docteur Harper. « C'est là que je suspends mon manteau et que je range mes chaussures. Ouvrez-le. Je veux voir. » Le docteur Harper se leva sans un mot, traversa la pièce et ouvrit le placard. À l'intérieur, un vieil imperméable était accroché à l'un des cintres. En dessous luisait une paire de bottes de caoutchouc. De l'une d'elles dépassait un exemplaire du New York Times. C'était tout. « Tout va bien ? » ?»« Ça va. » Billings se détendit, reprenant sa position initiale. « Vous disiez, dit le docteur Harper en revenant vers sa chaise, que vos ennuis disparaîtraient si l'on pouvait prouver que vos 3 enfants ont été assassinés. Vous êtes en mesure de m'expliquer cela ? » « J'irai en prison, » répondit immédiatement Billings, « jusqu'à la fin de mes jours. Et dans une prison, on peut surveiller tout ce qui se passe. Partout. » Il sourit dans le vide. « Comment vos enfants ont-ils été assassinés ? Ne me brusquez pas. » Billings eut un mouvement spasmodique en direction de Harper, qu'il fixa de ses yeux mornes. « Je vous le dirai. Ne craignez rien. Je ne suis pas venu, comme la plupart de vos dingues, me pavaner dans votre salon en prétendant que je suis Napoléon ou que je me shoote à l'héroïne parce que ma mère ne m'aimait pas. Je sais que vous ne me croirez pas, mais je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. J'ai seulement besoin de raconter mon histoire. C'est bon. » Le docteur Harper sortit sa pipe. Et bonsoir, El Frank. J'ai épousé Rita en 1965. J'avais 21 ans et elle en avait 18. Elle était enceinte de Denny. Une grimace effrayante passa fugitivement sur ses lèvres. J'ai dû quitter la fac et trouver du travail. Mais ça m'était égal. Je les aimais tous les 2. Nous étions très heureux. Rita tomba de nouveau enceinte, peu après la naissance de Denny, et Shirl vint au monde en décembre 1966. Quand Andy naquit, pendant l'été 69, Denny était déjà mort. Andy fut un accident. Du moins, c'est ce que Rita disait. Elle prétendait parfois que toutes ces histoires de contraception, ça ne marchait pas. À mon avis, ce n'était pas tout à fait un accident. Les enfants, ça accapare un homme, vous comprenez ? Les femmes aiment ça, surtout quand l'homme est plus intelligent qu'elles. Vous ne croyez pas ? Harper grogna sans se compromettre. Aucune importance. De toute façon, j'aimais cet enfant. Il avait dit cela d'un ton presque vengeur, comme s'il avait aimé Andy pour contrarier sa femme. « Qui a tué les enfants ?» demanda Harper. « Le croque-mitaine » répondit sans hésiter Lester Billings. « Le croque-mitaine les a tués tous les 3. Il est simplement sorti du placard et il les a tués.
Il se tortilla sur le divan. D'accord, vous pensez que je suis fou. Je le lis sur votre figure. Mais je m'en fous. Ce que je veux, c'est tout vous raconter. Et puis disparaître. Je vous écoute, l'assura Harper. Quand tout a commencé, Denny avait presque 2 ans. Et Shirl n'était encore qu'un bébé. Denny avait attrapé la manie de pleurer chaque fois que Rita le mettait au lit. Il n'y avait que 2 chambres, vous comprenez. Et Shirl dormait dans la nôtre. Au début, je pensais qu'il pleurait parce qu'il n'avait plus de biberon dans son lit avec lui. Rita disait de ne pas en faire une question de principe. Laisse-lui son biberon, il s'en fatiguera bien tout seul. Mais c'est comme ça que les gosses tournent mal. En leur passant tout, on les pourrit. Et puis, ils vous brisent le cœur. Ils vous engrossent une fille ou bien ils se droguent. À moins qu'ils ne deviennent pédés. Un type sympathique. Vous imaginez ça? De vous réveiller un matin et de découvrir que votre gosse, votre fils, est un pédé. Je me désolidarise. Un homme charmant. Au bout d'un moment, comme ça ne s'arrêtait pas, j'ai pris l'habitude de le mettre moi-même au lit. Et s'il ne voulait pas cesser de pleurer, je lui flanquais une fessée. Rita disait qu'il réclamait sans arrêt de la lumière. Bon, c'est possible. À cet âge-là, comment voulez-vous savoir ce qu'ils disent? Il n'y a que la mère qui peut. Rita voulait mettre une veilleuse dans sa chambre. Un de ces trucs qu'on accroche au mur avec un Mickey ou un nounours dessus. Je ne l'ai pas laissé faire. Si un enfant ne réussit pas à surmonter sa peur du noir quand il est petit, il n'y arrivera jamais. Bref. Il est mort pendant l'été qui a suivi la naissance de Shirl. Je l'avais mis au lit cette nuit-là et aussitôt, il avait commencé à pleurer. Cette fois-ci, j'entendais ce qu'il disait. Il me montrait le placard et il faisait « Le croque-mitaine! Le croque-mitaine, papa !» J'éteignis la lumière et revins dans notre chambre. Je demandai à Rita quelle idée elle avait eue d'apprendre au gosse un mot pareil. Je lui aurais bien donné une baffe, mais je ne l'ai pas fait. Elle me répondit qu'elle ne lui avait jamais appris à dire ça. Je la traitais de fieffée menteuse. L'été ne fut pas facile. Le seul boulot que j'avais pu trouver consistait à charger des caisses de Pepsi Cola dans un entrepôt. Et j'étais tout le temps crevé. Shirl se réveillait et se mettait à pleurer toutes les nuits. Alors Rita allait la prendre en reniflant. Je vous jure, certaines fois, je les aurais bien balancées par la fenêtre. Toutes les 2. Bon sang, ces gosses finissent par vous rendre dingue. Il y a des moments où ils sont à tuer. Donc, le gosse me réveille à 3h du matin pile. Je vais dans la salle de bain, à moitié réveillé, vous comprenez. Et Rita me demande si j'ai jeté un coup d'œil sur Denny. Je lui réponds de le faire elle-même et retourne au lit. À peine rendormi, j'entends Rita qui hurle. Je me lève pour aller voir. Le gamin était sur le dos, mort. Blanc comme un linge,
sauf là où le sang était tombé. L'arrière des jambes, la tête, les fesses. Ses yeux étaient ouverts. C'est ça le pire, vous comprenez. Grand ouverts et vitreux comme les yeux de ces têtes empaillées que les gens accrochent au-dessus de leur cheminée. Comme les yeux des gosses de Viette qu'on voit sur les photos. Mais un gamin de chez nous avec des yeux comme ça, non. Mort, couché sur le dos. Il portait des couches et une culotte de plastique parce que depuis 15 jours, il avait recommencé à mouiller son lit. C'était horrible. Je l'aimais, ce gosse. Billings secoua lentement la tête. À nouveau, une grimace déforma ses traits. Rita hurlait comme une folle. Elle a voulu prendre Denny dans ses bras pour le bercer, mais je l'ai pas laissé. Les flics n'aiment pas qu'on touche à quoi que ce soit. Ça, je le sais. Saviez-vous déjà que c'était le croque-mitaine ? Demanda doucement le docteur Harper. Ah, non. Pas à ce moment-là. Mais j'avais remarqué quelque chose. Sur le coup, je n'y ai pas accordé d'importance, mais ma mémoire l'a enregistré. De quoi s'agit-il ? La porte du placard était ouverte. Pas beaucoup, juste entrebâillée. Mais je savais bien que je l'avais laissée fermée, vous comprenez. Il y avait des sacs en plastique dedans. Il suffit qu'un môme s'amuse avec ça, et hop, asphyxié. Vous me suivez ? Oui. Et ensuite, que s'est-il passé ? Billings haussa les épaules. Nous l'avons enterré. Il posa un regard morbide sur les mains qui avaient jeté la première poignée de terre sur 3 premiers cercueils. Y a-t-il eu une enquête ? Vous pensez bien. Une lueur sardonique s'alluma dans les yeux de Billings. J'ai eu droit à une espèce de bouseux qui avait obtenu son diplôme dans je ne sais quelle troupe perdue, armé d'un stéthoscope et d'une sacoche pleine de bonbons à la menthe. Il a appelé ça « mort subite du nourrisson ». Avez-vous déjà entendu une connerie pareille ? C'était un gosse de 3 ans. Ce type de décès brutal et inexplicable survient surtout pendant la première année, avança prudemment Harper. Mais on trouve ce genre de diagnostic sur des certificats de décès concernant des enfants ayant jusqu'à 5 ans, faute d'une meilleure... Une connerie, je vous dis, cracha Billings, avec colère. Et merci d'ailleurs, Coco, de ton resub, et bonsoir la brigade. Harper ralluma sa pipe. 1 mois après l'enterrement, on a mis Shirl dans l'ancienne chambre de Denny. Rita a fait tout ce qu'elle a pu, mais j'ai eu le dernier mot. Ça m'a fait mal, croyez-moi. Bon sang, j'aimais bien avoir la gosse avec nous. Mais il faut pas trop les couver. Après, ils deviennent incapables de se défendre dans la vie. Quand j'étais petit, maman m'emmenait souvent à la plage. Et elle n'arrêtait pas de gueuler. « Va pas si loin, va pas là, y a des lames de fond, ça fait pas 1 heure que t'as mangé, perds pas pied. » Ah, je vous jure,
Elle avait même peur qu'il y ait des requins. Et qu'est-ce que ça a donné? Je peux même plus m'approcher de l'eau. Sérieusement, le seul fait de me trouver à côté d'une plage me donne mal au ventre. À l'époque où Denny vivait encore, Rita m'avait demandé de l'emmener, elle et les enfants, jusqu'à Saving Rock. J'ai été malade comme un chien. Alors, je suis bien placé pour savoir, vous comprenez? Les gosses, faut pas trop les couver. Et il faut pas trop s'écouter non plus. C'est la vie. On a mis Shirl dans le berceau de Denny. On a quand même balancé le vieux matelas. Je ne voulais pas que ma fille attrape des microbes. Une année est passée. Une nuit, alors que je mets Shirl au lit, voilà qu'elle commence à geindre, à crier et à pleurnicher. « Le croque-mitaine, papa! Le croque-mitaine! Le croque-mitaine !» Ça m'a donné un choc. Juste comme pour Denny. Et je me suis souvenu de cette porte de placard à peine entrebâillée quand nous l'avons trouvée. J'ai eu envie de la prendre avec nous pour la nuit. Vous l'avez fait? Non. Billings contempla ses mains et son visage se contracta. Je ne pouvais pas avouer à Rita que j'avais eu tort. Il fallait que je sois fort. Elle n'a jamais su dire non, Rita. Vous n'avez qu'à voir avec quelle facilité elle a couché avec moi avant qu'on soit mariés. D'un autre côté, dit Harper, voyez avec quelle facilité vous avez couché avec elle. Billings se figea, puis tourna lentement la tête en direction de Harper. Vous essayez de jouer au plus malin avec moi? Non, pas du tout. Alors laissez-moi raconter à ma façon. Je suis venu ici pour me soulager d'un poids, pour raconter mon histoire. Pas pour vous parler de ma vie sexuelle, si c'est ça que vous attendez. Rita et moi avions une vie sexuelle parfaitement normale. On n'a jamais rien fait de ces choses dégoûtantes. Je sais que ça en défoule certains de parler de ça, mais je n'en fais pas partie. Très bien, répéta Billings avec une feinte assurance. Il semblait avoir perdu le fil de sa pensée, et ses yeux jetaient des regards inquiets vers la porte du placard. Elle était résolument close. « Voulez-vous que je l'ouvre ?»« Non !» s'exclama aussitôt Billings. Il émit un petit rire nerveux. « Pourquoi est-ce que je voudrais regarder vos bottes de caoutchouc ?» Le croque-mitaine l'a eu aussi. Il se passa un doigt sur le front, comme pour suivre le tracé de ses souvenirs. Il l'a eu 1 mois plus tard. Mais avant, il s'était passé des choses. Une nuit, j'ai entendu un bruit dans ma chambre. Et puis, elle s'est mise à crier. J'ai ouvert la porte à toute vitesse. La lumière du couloir était allumée et elle était assise sur son lit en pleurant et il y avait quelque chose qui remuait. Dans l'ombre, près du placard, quelque chose qui glissait. La porte du placard était-elle ouverte? Un petit peu. Juste une fente. Billings se passa la langue sur les lèvres. Shirl criait « Le croque-mitaine !» et autre chose qui ressemblait à « Pat ». En fait, elle disait plutôt « Peut ». Les petits confondent souvent le O avec le A, vous comprenez.
Rita est arrivée en courant et elle a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que Charles avait été effrayé par les ombres que font les branches sur le plafond. Pote ? Hein ? Pote ? Porte ? Peut-être essayait-elle de dire porte ? Peut-être. Peut-être, mais je ne crois pas. Il me semble bien que c'était Pat. Ses yeux étaient de nouveau rivés à la porte du placard. Des pattes. De grosses pattes griffues. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Avez-vous regardé dans le placard ?» « Oui. » Ses mains étaient étroitement enlacées sur sa poitrine, et il serrait si fort qu'un croissant blanc apparaissait sur chaque jointure. Y avait-il quelque chose à l'intérieur ? Avez-vous vu le... Billings se mit brusquement à hurler. « Rien ! Je n'ai rien vu !» Puis ce fut comme s'il lâchait aux mots la bonde de son âme. « Quand elle est morte, c'est moi qui l'ai trouvée, vous comprenez ? Elle était noire, toute noire. Elle avait avalé sa langue, et elle avait la figure noire comme celle d'un blanc qui s'est barbouillé au cirage dans une comédie musicale. Et elle me regardait. Ses yeux, on aurait dit ceux d'un animal traqué, brillant et terrifié, comme deux billes vivantes. Et il me criait. Il m'a attrapé, papa. Tu l'as laissé m'attraper. Tu m'as tué. Tu l'as aidé à me tuer. Sa voix s'éteignit. Silencieux, il laissa couler une unique larme le long de sa joue. Elle est morte de convulsions, vous comprenez. Les gosses sont ça des fois. Une erreur d'aiguillage dans le cerveau. Ils ont fait une autopsie à l'hôpital de Hartford. Et ils nous ont dit qu'elle s'était étouffée en avalant sa langue, à cause des convulsions. J'ai dû rentrer à la maison tout seul, parce qu'ils ont gardé Rita sous sédatif. Elle était devenue hystérique. Il a donc fallu que je rentre tout seul, en sachant très bien qu'un gosse a pas des convulsions comme ça, juste parce qu'il a le cerveau baisé. Mais de terreur, oui. Et il fallait que je rentre dans cette maison où il était. J'ai dormi sur le divan, avec la lumière allumée. S'est-il produit quelque chose ? J'ai fait un rêve. J'étais dans une chambre sombre. Et il y avait quelque chose que je ne distinguais pas très bien. Dans le placard. Ça fait un bruit. Un bruit mou. Ça m'a rappelé les bandes dessinées que je lisais quand j'étais gosse. Tales from the Crypt. Vous vous souvenez de ça ? Bon sang. Il y avait ce type, Graham Ingalls. Il pouvait dessiner n'importe quelle horreur sortie de ce monde. Ou d'un autre. Alors,
C'était l'histoire de cette femme qui voulait noyer son mari. Elle attachait un bloc de ciment à ses pieds et le balançait dans un puits. Seulement, il revenait. Il était tout pourri, verdâtre, avec un œil bouffé par les poissons et des algues plein les cheveux. Il revenait et il la tuait. Donc, quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'avais l'impression qu'il était penché au-dessus de moi, avec ses pattes, ses longues pattes griffues. Le docteur Harper jeta un coup d'œil sur l'horloge digitale encastrée dans son bureau. Lester Billings parlait depuis près d'une demi-heure. Quelle fut l'attitude de votre femme envers vous lorsqu'elle revint à la maison ? Elle m'aimait toujours, répondit Billings avec fierté. Elle continuait à faire ce que je lui disais. C'est le rôle d'une épouse, n'est-ce pas ? Ce MLF ne sert qu'à rendre les gens malades. Ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de savoir où est sa place. La position qu'on doit occuper dans l'existence ? Exactement. Billings fit claquer ses doigts. C'est exactement ça. Une épouse doit suivre son mari. Elle est restée un peu apathique pendant les 4 ou 5 premiers mois. Elle traînait dans la maison. Elle ne chantait pas, ne regardait plus la télé, ne riait jamais. Mais je savais qu'elle reprendrait le dessus. Quand ils sont si petits, on n'a pas eu le temps de s'y attacher autant. Et passé une période, il faut que vous alliez chercher une photo dans le tiroir du bureau pour vous souvenir à quoi il ressemblait exactement. Et merci Setsuko du follow. Bienvenue. Elle voulait un autre bébé, ajouta-t-il sombrement. Merci Alice. Je lui ai dit que ce n'était pas une très bonne idée. Non, pas pour toujours, mais au moins pour un moment. Je lui ai dit que maintenant il était temps d'oublier le passé et de profiter enfin de la vie. On n'avait jamais eu l'occasion de le faire avant. Si vous voulez aller au cinéma, il faut que vous bagarriez pour dénicher une babysitter. On pouvait pas aller voir jouer les Mets en ville, à moins que ces vieux ne prennent les gosses, parce que ma mère ne voulait pas en entendre parler. Dani était née trop tôt après notre mariage, vous comprenez. Elle disait que Rita était une allumeuse, une vulgaire fille de petite vertu. Des filles de petite vertu. C'est comme ça que ma mère les appelait toujours. Vous ne trouvez pas ça drôle ? Une fois, elle m'a fait m'asseoir pour me prévenir des maladies qu'on risque d'attraper si on va voir une prostituée. Elle m'a expliqué qu'un jour, on avait un petit bouton sur le pénis et que le lendemain, il était tout pourri. Elle n'a même pas voulu venir au mariage. Billings tambourinait des doigts sur sa poitrine. Le gynécologue de Rita lui a vendu un machin qu'on appelle un stérilet. Infaillible, avait dit le docteur.
On colle ça juste dans le... Enfin, là où il faut. Et c'est tout. S'il y a quelque chose là-dedans, l'ovule ne peut pas être fécondé. Vous ne sentez même pas qu'il est là. » Il eut un sourire amer. Je ne sais pas si on le sent ou pas. Mais résultat, l'année d'après, elle était encore enceinte. Infaillible. Il n'existe pas de méthode de contraception parfaite, intervint Harper. La pilule n'est efficace qu'à 98%. Le stérilet peut être éjecté par de simples crampes, une forte menstruation et, dans des cas exceptionnels, à cause d'un phénomène de rejet. Oui. Ou alors vous pouvez l'enlever. C'est possible. Et ensuite, vous voulez savoir, elle s'est mise à tricoter des petites affaires, à chanter sous la douche, à grignoter des pickles toute la journée, s'asseyant sur mes genoux pour me raconter que Dieu l'avait voulu. Connerie. L'enfant est venu au monde 1 an après la mort de Shirl. C'est ça, un garçon. Elle l'a appelé Andrew Lester Billings. J'ai fait comme s'il n'existait pas. Du moins au début. Elle s'était laissée engrosser, qu'elle s'en occupe. Je sais que ça va vous paraître dur, mais il faut que vous vous souveniez par quoi je suis passé. Mais je n'ai pas pu lui résister longtemps, vous savez. D'abord, c'était le premier Laniché qui me ressemblait. Danny ressemblait à sa mère et Shirl ne ressemblait à personne, à part peut-être à ma grand-mère Anne. Andy, c'était mon portrait tout craché. Je jouais avec lui dans son parc en rentrant du boulot. Il m'attrapait le doigt et il me souriait en gazouillant. À peine 9 semaines et il souriait déjà à son vieux papa. Vous vous rendez compte? Et puis, un soir, je suis ressorti d'un drugstore avec un mobile accroché au-dessus du berceau du gosse. Moi! Je disais toujours que les mouflets n'apprécient pas vraiment les cadeaux, jusqu'au jour où ils sont assez grands pour dire merci. Et voilà que je lui ai acheté des babioles, idiotes. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, de tous, c'était lui mon préféré. J'avais changé de boulot, une bonne place cette fois-là. Je vendais des accessoires de perceuse chez Cluett & Sons. Je me débrouillais bien et, quand Andy a eu 1 an, nous avons déménagé à Waterbury. Cet endroit nous rappelait trop de mauvais souvenirs. Et il y avait trop de placards. L'année suivante fut la meilleure que nous ayons connue. Je donnerais ma main droite pour la faire revenir. Ah, la guerre du Vietnam se poursuivait, les hippies continuaient à se balader à poil, et les noirs s'agitaient pas mal. Mais rien de tout ça ne nous atteignait. Nous vivions dans une rue calme, entourés de voisins agréables. Nous étions heureux. Une fois, j'ai demandé à Rita si elle n'était pas un peu inquiète. Vous savez, comme on dit, jamais de sang-froid. Mais elle m'a répondu qu'elle avait confiance. Candy n'était pas comme les autres et que Dieu l'avait pris sous sa protection. Et bonne nuit, Algiax. Merci d'avoir été là. Il contemplait le plafond d'une façon morbide. Tout a recommencé l'année dernière. Quelque chose s'est mis à changer dans la maison. J'ai pris l'habitude de laisser mes bottes dans l'entrée, par crainte d'ouvrir la porte du placard. Je ne pouvais m'empêcher de penser, et s'il est là-dedans, tapis à l'intérieur et prêt à bondir dès que j'ouvrirai la porte.
J'avais l'impression d'entendre des bruits mous, comme si quelque chose de noir, de vert et d'humide palpitait dans le placard. Rita m'ayant demandé si je ne travaillais pas trop, je me suis remis à la battre, comme avant. Ça me rendait malade de les laisser tout seuls quand j'allais au boulot, mais malgré tout, j'étais content de sortir. Ça oui, bon Dieu, j'étais content de sortir. Il m'était venu à l'idée que nous l'avions semé quand nous avions déménagé, qu'il lui avait fallu partir en chasse, rôdant dans les rues pendant la nuit ou peut-être rampant dans les égouts. Il suivait notre piste. Ça lui avait pris 1 an, mais il nous avait retrouvés. Il est revenu, pensais-je. Il en a après Andy et après moi. Je me suis dit aussi que, peut-être, si l'on pense très fort à quelque chose, que si on finit par y croire, eh bien ça devient vrai. Peut-être que tous les monstres qui nous terrifient quand on est gosse, Frankenstein, les loups-garous et Dracula, peut-être qu'après tout, ils existent vraiment. Peut-être qu'ils ont tué ces enfants prétendument tombés dans des puits, ou bien noyés dans un lac, ou qu'on n'a tout simplement jamais retrouvés. Oui, peut-être. Rattacheriez-vous un souvenir personnel à ces considérations, Mr. Billings? Billings resta silencieux. Un long moment. Le chiffre des minutes cliqueta 2 fois à l'horloge digitale. Puis soudain, il reprit. Andy est mort en février. Rita était absente. Son père venait de lui téléphoner que sa mère avait eu un accident d'auto le lendemain du jour de l'an et qu'elle était dans un état désespéré. Elle était partie par le premier car cette nuit-là. En fait, sa mère n'est pas morte, mais elle est restée dans un état critique pendant plus de 2 mois. J'avais trouvé une femme très bien pour garder Andy pendant la journée. Le soir, on était tous seuls, lui et moi. Et de plus en plus fréquemment, je retrouvais les portes des placards ouvertes. Billings se mouilla les lèvres. Le gosse dormait dans la même chambre que moi. Ça aussi, c'est drôle. Une fois, quand il avait 2 ans, Rita m'avait demandé si je voulais qu'on l'installe dans une autre chambre. D'après Spock ou je ne sais quel autre charlatan dans ce genre, il paraît que c'est mauvais pour les enfants de dormir dans la même chambre que leurs parents, et que ça leur donne des traumatismes sexuels ou quelque chose comme ça. Mais on ne l'a jamais fait avant que le gosse dorme, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne voulais pas le changer de chambre. J'avais trop peur, après Denny et Shirl. Mais vous vous y êtes cependant résolu, n'est-ce pas? Ouais. Il eut un sourire contraint. Je l'ai fait. Nouveau silence. Billings sembla ne plus savoir comment le rompre. J'ai été obligé. J'ai bien été obligé. Quand Rita était là, ça allait encore. Mais depuis qu'elle était partie, il ne se gênait plus.
Il tourna les yeux vers Harper et découvrit ses dents en une grimace féroce. Ah, vous ne me croirez jamais. Je sais ce que vous pensez. Que je suis un dingue de plus à inscrire sur vos tablettes. Je m'en rends bien compte. Mais vous n'étiez pas là. Vous, espèce de fouille-merde pouilleux. Une nuit, toutes les portes de la maison se sont ouvertes brusquement. Et un matin, en me levant, j'ai découvert une traînée de boue et de saleté qui traversait le vestibule du placard à manteau jusqu'à la porte d'entrée. Est-ce qu'il sortait? Est-ce qu'il rentrait? J'en sais rien. Dieu m'est témoin que j'en sais rien. Tous les disques étaient rayés et couverts de vases. Les miroirs étaient brisés. Et ces bruits... Il se passa les mains dans les cheveux. Vous vous réveillez à 3h du matin. Tout est noir. Et au début, vous vous dites... Ça doit être la pendule. Mais, en faisant attention, vous entendez quelque chose qui bouge furtivement. Mais pas trop furtivement, parce qu'il veut que vous l'entendiez. Un bruit glissant et un peu humide, comme celui que fait l'évier de la cuisine en se vidant. Ou un grattement, comme feraient des griffes qui déraperaient sur la rampe de l'escalier. Et vous fermez les yeux, en vous disant que c'est mal d'entendre toutes ces choses. Mais que le risque serait plus grand encore si, soudain, vous le voyiez là. Et vous n'avez qu'une peur, c'est que les bruits ne s'arrêtent un instant, et puis qu'un rire vous éclate à la figure, vous emplissant les narines d'une haleine puant le chou fermenté, et qu'alors, des pattes se posent sur votre gorge. Billings était livide. Il tremblait. Alors, j'ai mis Andy dans l'autre chambre. Je savais qu'il s'attaquerait à lui, parce qu'il était le plus faible. Et c'est ce qui s'est passé. Dès la première fois, il s'est mis à hurler au milieu de la nuit. Et finalement, lorsque j'ai levé le loquet pour entrer, je l'ai trouvé debout sur son lit qui criait « Le croque-mitaine! Papa! Croque-mitaine! Je veux aller avec papa! Aller avec papa! » Les yeux de Billings semblaient remplir tout son visage. Il paraissait presque avoir rétréci sur le divan. Mais je ne pouvais pas. Billings continuait de s'exprimer sur le mode aigu des enfants. Je pouvais pas. 1 heure plus tard, il y a eu un cri. Un horrible cri étranglé. Et je sus soudain combien j'aimais cet enfant, parce que je me précipitais dans la chambre sans même avoir allumé la lumière. J'ai couru. Jésus, Marie, Joseph. Il était là. Il le secouait. Il le secouait exactement comme un chien secoue un morceau d'étoffe entre ses dents. Et j'ai aperçu une forme aux épaules affaissées, avec une tête d'épouvantail. Et j'ai senti une odeur qui me rappelait celle que répand une bouteille contenant une souris crevée. Et j'ai entendu...
entendu. Je l'ai entendu. J'ai entendu le bruit que faisait le cou d'Andy en se rompant. On aurait dit le craquement qu'émet la glace quand vous patinez sur une mare gelée. Continuez. Ah. J'ai couru. Je suis allé dans un bar qui ne fermait pas de la nuit. Peut-on imaginer pire lâcheté ? Se précipiter dans un bar et boire 6 tasses de café. Je ne suis revenu à la maison qu'à l'aube. J'ai appelé la police avant même de monter dans la chambre. Il était allongé sur le sol et me fixait de ses yeux. Il m'accusait. Un petit filet de sang avait coulé de son oreille. Juste une goutte, en fait. Et la porte du placard était entr'ouverte, à peine entrebâillée. Il se tut. Harper jeta un coup d'œil sur la pendule digitale. 50 minutes s'étaient écoulées. « Prenez rendez-vous avec mon assistante, » dit-il. « Ou plutôt, prenez-en plusieurs. Les mardis et les jeudis. Je suis seulement venu pour vous raconter mon histoire, pour me débarrasser du poids qui pèse sur ma poitrine. J'ai menti à la police, vous comprenez. Je leur ai dit que le gosse avait dû essayer de descendre de son lit en pleine nuit et ils ont tout avalé, évidemment. C'est exactement à ça que ça ressemblait. Un accident. Comme pour les 2 autres. Mais Rita savait. Rita avait fini par comprendre. Il enfouit son visage dans son bras droit et se mit à pleurer. Monsieur Billings, dit Harper après un instant de silence. Il faudrait examiner tout cela en détail. Je pense que nous pouvons vous soulager d'une partie de la culpabilité que vous ressentez, mais pour cela, il faut en avoir le désir. Vous croyez que c'est ça que je veux ? Hurla Billings en abaissant son bras. On pouvait lire sa souffrance dans ses yeux gonflés et injectés de sang. Pas encore, répondit tranquillement le docteur Harper. Alors, le mardi et le jeudi ? Maudit réducteur de crâne,
marmonna Billings. C'est bon, c'est bon. Prenez rendez-vous avec mon assistante, monsieur Billings. Et bonne journée. Billings émit un rire sans joie et sortit hâtivement du salon, sans un regard en arrière. Le bureau de l'assistante était vide. Posé sur la table, un petit écriteau portait ces mots. « Je reviens dans un instant. » Billings fit demi-tour et retourna dans le salon. « Docteur, votre assistante n'est... » La pièce était déserte. Mais la porte du placard était ouverte, à peine entrebâillée. Eh oui, fit la voix à l'intérieur du placard. Eh oui. On eût dit que les mots étaient prononcés par une bouche emplie d'algues pourries. Billings resta cloué au sol, tandis que la porte du placard s'ouvrait brusquement. Il eut la sensation confuse d'un liquide chaud lui coulant le long des cuisses. Et oui, fit le croque-mitaine en s'extirpant du placard. Et il tenait encore son masque de Dr Harper d'une patte griffue. Et c'est une fin d'histoire.